Salut les amis, bonjour, bienvenue sur AquiTélé, la 15e édition du Salon du Livre de Saint-Estèphe, Lire dans le Vignoble, une kyrielle d'invités prestigieux. Nous vous proposons de les découvrir sans plus tarder. Corinne Javelot est avec nous. Et Corinne Javelot, ce sont deux ouvrages dont on va parler. Celui qui a obtenu le prix de Saint-Estèphe l'an dernier, Les petits papiers de Marilou, d'une part. Et le deuxième, qui est sorti il y a quelques mois, on va en parler également avec elle, L'Odyssée de Clarence. Alors bonjour Corinne. Déjà l'an dernier, nous avions eu l'occasion de te rencontrer sur AquiTélé. D'abord, peut-être un petit retour en arrière. Les petits papiers de Marilou. Quel accueil a réservé le public à ce roman qui est publié chez Calman Levy? Alors bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors Les petits papiers de Marilou, donc c'est un roman qui est sorti en 2021, donc qui a déjà une petite vie derrière lui, on va dire. L'accueil réservé à ce livre a été plutôt bon, voire excellent. Il a reçu le prix Saint-Estèphe 2022, donc ce qui me comble. Ça aide un prix. C'est merveilleux. Est-ce que c'est un plus lorsqu'on obtient un prix dans un salon? C'est-à-dire ce qui se passe avec le prix finalement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu un jury de lecteurs qui a apprécié le livre. Et ça, c'est merveilleux déjà. Ça, c'est un retour. On a le sentiment vraiment que son travail a été particulièrement apprécié. Et c'est ça qui fait très chaud au cœur. Je crois que les auteurs ont besoin aussi, parce que c'est un travail qui se réalise quand même dans l'ombre, il faut le dire. Bien Donc, sûr. la part de lumière, c'est la rencontre avec le public. Et le prix, Mais elle est minime. Quand Elle est on minime. regarde le temps passé à écrire un roman qui doit être de plusieurs mois, voire pour certains de plusieurs années, et la petite part de lumière qu'on peut avoir, qui flatte son ego, j'imagine, il flatte le tien comme il flatte celui de tous les auteurs, c'est quoi? C'est 9 dixièmes de son temps à écrire, 1 dixième à en recueillir un petit peu le dividende. Est-ce que je me trompe dans la proportion? C'est cela? Oui, c'est à peu près ça, c'est juste. Et ce qui se passe en quelque sorte, c'est qu'un prix est une sorte de reconnaissance? de reconnaissance, ça c'est une évidence, mais qui va donner envie peut-être aussi de poursuivre et d'aller plus loin, parce que ça prouve qu'effectivement les lecteurs apprécient votre travail. Et je pense que c'est ça aussi qui peut donner envie de se surpasser. Je veux bien le croire. Oui, oui. Alors, l'Odyssée de Clarence a suivi. L'an dernier, j'imagine que l'ouvrage, tu devais l'avoir peut-être déjà écrit, ou il était quasiment terminé, je le suppose, il y a un an. Alors, Où en étions-nous l'an dernier, il y a un an, par rapport à ce livre? L'année dernière, à cette même époque, eh bien, je bouclais ce roman qui s'appelle L'Odyssée de Clarence, c'est-à-dire que j'allais le rendre à mon éditeur dans quelques semaines, et ça allait être donc la nouveauté qui sortirait en 2022. Alors, Tu nous combien le de temps de présentes travail? rapidement? Oui, bien sûr. Combien de temps de travail? Environ une année de travail. Alors, l'Odyssée de Clarence, cette fois-ci, nous voici en Corrèze. Nous sommes dans les années 60. Alors, le personnage principal de ce roman, donc, c'est Clarence Desprez. Clarence Desprez, qui est-il? Eh bien, c'est un jeune ornithologue. Il a vu planer le Milan Royal au-dessus des Tours de Merle lorsqu'il était enfant. Et ce spectacle l'a profondément marqué. Si bien qu'il s'est juré que s'il réussissait à obtenir son diplôme d'ornithologue, il reviendrait sur place pour essayer de faire préserver l'espèce. Et dans les années 60, c'est quelque chose qui n'était absolument pas courant. Et là, forcément, il va s'attirer l'inimitié des chasseurs du cru. Mais par contre, c'est dans l'air du temps. Ça ne l'était pas dans les années 60, mais avec le fort courant écologiste, Voilà. on peut dire que tu es en plein dans ce qui est susceptible d'être apprécié par un lecteur aujourd'hui. C'est vrai, et surtout moi, à travers ce livre, ce que je voulais faire, c'était rendre hommage aux pionniers avant les pionniers. Voilà, c'est-à-dire il y a les pionniers qui sont reconnus pour ce qu'ils ont fait, mais il y a ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour faire avancer les choses. Et Clarence en fait partie, justement, puisqu'il n'a jamais été reconnu en tant que tel. C'est ça. Et il y a des tas de personnages qui, effectivement, ont travaillé de cette manière-là, c'est-à-dire qui ont fait avancer les choses, mais qui, en soi, au moment où ils l'ont fait, on a eu le sentiment qu'ils n'avaient rien fait. Or, si, c'était la brique de l'édifice qui allait faire, justement, par la suite, changer les choses. Et ça, c'est très important. Et c'est également important pour un autre personnage de ce roman, c'est Philippa Beaulieu. Philippa Beaulieu, elle est fille d'un accordéoniste local. On parle de Corrèze, on parle de Jean Ségurel, d'accordéon obligatoirement. Et elle, c'est une cavalière. Une cavalière, là encore une fois, à une époque où peu de femmes avaient accès
en fait, au statut de jockey, tout simplement, pour pénétrer dans ce monde-là, on va dire, ce monde de l'hippisme. Et l'intrigue se déroule non loin du haras de Pompadour, du château de Pompadour. Ah oui. Donc c'était l'occasion aussi d'introduire un petit peu ce monde équestre. Très particulier, l'histoire du château, bien sûr, l'histoire aussi de la race chevaline anglo-arabe, dont le Limousin et le berceau. Puisses-tu ton inspiration, parce que là, voilà 2 livres qui sont assez différents, plutôt le milieu urbain, il me semble que c'est Bordeaux, plutôt la ruralité avec la Corrèze, tu viens d'en parler, c'est pas toujours du vécu. Est-ce que ce sont, pas forcément, alors d'où te vient cette inspiration et est-ce qu'il y a un feeling qui te dit ça va marcher? Est-ce qu'on écrit un livre dans l'espoir que ça marche ou est-ce qu'on l'écrit pour se faire plaisir ou est-ce que ce sont les deux? Alors c'est même pas tout à fait ça, je pense, c'est surtout je pense à mes lecteurs. Je pense à mes lecteurs. Tu y penses quand même, bien sûr. J'y Tu les pense connais beaucoup aussi, à tes mes lecteurs, tu les voilà. rencontres. Et je les rencontre, bien Ouais. sûr. Et j'ai surtout envie d'introduire quelque chose d'inédit. Moi, si vous voulez, d'un livre à l'autre, j'aime un petit peu surprendre mon lectorat. Je n'aime pas réécrire toujours les mêmes histoires. J'aime changer les époques, les lieux et donner à voir, comme on dit, c'est ça un roman en fait, c'est donner à voir. Parce qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans la fiction, mais avec des personnages justement comme ceci, on donne à voir sur une réalité des choses, sur une époque, sur des métiers, une région, enfin des choses qui peuvent paraître tout à fait inédites parfois. Tu es l'anti-Musso, quoi. Qui lui va écrire du polar. Alors bien sûr avec des lieux qui changent, des intrigues qui changent, mais on reste quand même toujours sur une thématique. Oui. Tes ouvrages sont inclassables d'une certaine façon. Oui. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Parce que tu peux perdre aussi ton lecteur quelque part. Mais, c'est-à-dire oui et Tu non, prends un parce risque. que les amateurs, on va dire, de romans dits de terroir et d'histoire s'y retrouvent nécessairement. Ouais. Parce que je place toujours les choses dans un lieu bien précis, il y a un contexte. Et là, on sait que forcément, je vais déborder de ce contexte à travers Bien sûr. l'histoire. Mais néanmoins, on retrouve quand même des lieux familiers. Par exemple, je vais avoir aujourd'hui des lecteurs qui vont venir de la région, qui vont me dire « Ah, Bordeaux, je m'y retrouve. Je vais redécouvrir un petit peu ce quartier des Chartrons pendant les années 70. » Bien sûr. Vous voyez, ou toute autre chose. Donc c'est ça en fait. Alors justement, une question à te poser, commun de ces livres. que l'historien que je suis va te poser. Le Bordeaux des années 70, tu ne l'as pas connu. Moi oui, mais pas toi. Tu es trop jeune. Comment fais-tu quand tu construis un roman qui te parle du Bordeaux des années 70 par exemple, concrètement comment as-tu fait? Alors là, très honnêtement, on va dire que c'est un mélange de choses. Parce que bien sûr, tout d'abord, je vais aller sur place. Mais bien évidemment, les Chartrons des années 70 ne sont pas les Chartrons d'aujourd'hui. C'est le moins Ils n'ont compliqué. rien à voir. Bien sûr. Mais il y a des médiathèques extraordinaires à Bordeaux, Ouais. il y a des archives. Et puis de fil en aiguille, j'ai toujours l'occasion de rencontrer des personnages à travers mes recherches. Donc il est vrai que les petites anecdotes personnelles parfois sont aussi très intéressantes pour les romans parce qu'elles permettent d'alimenter vraiment une histoire. Et c'est ça aussi qui fait leur richesse. Donc il y a un travail en amont important avant de se lancer dans l'écriture. Alors j'imagine. généralement, mon travail se fait au fur et à mesure. D'accord. Parce que c'est vraiment l'intuition, encore une fois, qui me guide. Le plan, si vous voulez, la matière historique, finalement, elle va venir au fur et à mesure combler certaines lacunes. Mais c'est avant tout quand même vraiment ma fiction qui va m'emporter. Est-ce qu'on vit avec sa fiction? J'ai une dernière question à te poser. Lorsqu'on écrit un ouvrage comme par exemple Les petits papiers de Marilou, est-ce qu'on est habité par l'histoire pendant plusieurs mois au point de se réveiller la nuit, d'écrire, tu sais, toute l'idée qu'on peut avoir d'un auteur qui est complètement enfermé dans ses personnages, habité par ses personnages pendant plusieurs mois au point d'en oublier tout le reste? Est-ce que c'est toi cela, Corinne Alors, Javelot? Je suis habitée par mes personnages, ça c'est inévitable. Ouais. On ne peut pas écrire, je pense, de romans sans être habité par ces personnages. Alors c'est très curieux parce que on a le sentiment parfois de les laisser reposer parce qu'on n'est pas en permanence en écriture. Et lorsqu'on revient, on a vraiment le sentiment que pendant tout ce temps-là, effectivement, ils ont eu une vie et cette vie, ils nous l'ont communiquée. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant justement. Donc il faut aussi savoir, tout ça pour revenir au fait qu'il faut aussi laisser savoir, passer un certain temps avant de reprendre son travail pour que les personnages aient eu le temps de faire leur œuvre d'une certaine manière. Et à partir de là, on repart de plus belle. Alors ça peut être des petites coupures par exemple comme la marche, comme la natation qui permettent de réalimenter et d'oxygéner un petit peu l'esprit. Et là on retrouve ces personnages d'autant mieux, je dirais.
On a rencontré tout à l'heure Jean-Pierre Allot qui a eu le plaisir d'avoir eu Leçon de la vie interprété à l'écran. Est-ce que ça serait une consécration pour toi de te trouver dans ce cas de figure? Ah, j'adorerais ça. Est-ce que ça a été proposé Alors après, à bon, demi-mot ou pas? il est certain qu'après mon éditeur s'occupe, on va dire, de suggérer aussi un certain nombre d'ouvrages systématiquement lors de leur sortie. Alors après, je ne sais pas exactement ce qui est fait de ce côté-là, mais je pense que c'est proposé. Alors après, bon, là, il y a tout à fait matière à une intrigue, c'est évident. Bien sûr. Ça s'y prêterait. Mais j'adorerais voir comment, justement, cet imaginaire-là serait interprété, serait représenté. Tu serais exigeante sur le choix des comédiens tu aimerais avoir un droit de regard lors du casting sur le comédien qui interpréterait tel sûr. rôle? Alors là, ce serait vraiment le nec plus ultra, bien sûr, bien sûr. Bon, eh ben on va se quitter là-dessus et on va rêver. On aime bien rêver avec Corinne Javelot. Je vous le rappelle, prix Saint-Estèphe 2022, les petits papiers de Marilou, on va le montrer. Et l'Odyssée de Clarence, avec Corinne Javelot encore, bien sûr, et chez Cadman Lévy dans les deux cas. Et puis comme tu te balades un petit peu partout en France, comme on est ensemble sur Facebook, je te vois une semaine en Normandie, une semaine dans le nord de la France, une semaine à Paris, une semaine dans telle grande surface. C'est incroyable tout ce que tu fais. Je me dis, mais c'est un vrai globe-trotteur, Corinne Javelot. La semaine dernière, je crois que tu étais... où était-ce encore? J'étais à Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve-sur-Lot, un endroit que je connais bien parce que j'ai enseigné là-bas, D'accord. à Sainte-Livrade-sur-Lot, à 8 km de Villeneuve. Pendant 10 ans, on en avait parlé. Ouais, donc voilà, tu te balades tout le temps, quoi. T'arrêtes pas. Alors tout le temps, c'est pas Souvent. le vrai mot, mais je pense que c'est intéressant Ouais. aussi de rencontrer ses lecteurs. Un lectorat, ça s'élargit en permanence. Oui, Il faut, tout à fait. je pense qu'il faut avoir l'occasion justement de présenter son travail le mieux possible. Et quoi de mieux qu'un salon du livre, effectivement, pour présenter son œuvre. Tu sais, il y a une chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis ce matin. J'avais promis à Jean-Claude Marmier que chaque interview durerait exactement 5 minutes. Eh bien, je crois que je peux le dire à la fin de la journée. J'ai complètement échoué parce que, avec toi, mais avec beaucoup de plaisir, on a passé au moins le double du temps. Très bien, merci. Merci Corinne Javelot. À l'année prochaine, en 2023, au prochaine. salon de Avec plaisir. Saint-Estèphe. Salut. Avec plaisir.